Bonjour mes amis. Je me lève ce matin très tôt pour vous laisser ce direct parce que ma journée sera un peu mouvementée. Je n'aurai pas suffisamment de temps en journée pour laisser ma réaction à la suite du direct de Kikinet. Donc je vais vous laisser cette communication. Vous viendrez l'écouter plus tard parce que malheureusement cette journée est une journée au pas de course. J'ai des sollicitations multiples. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas vous faire cela en journée. Je pense même pas en soirée. Et donc, je vous laisse ce direct. Vous allez le partager, vous allez l'écouter. Et peut-être ça va nous permettre de communiquer sans l'intervention de ceux qui viennent simplement insulter, simplement perturber. Donc, essayez, si vous pouvez, de partager le direct, de taguer ce que vous voulez taguer, je sais pas ce qu'il faut faire pour sécuriser, envoyer les cœurs, parce que comme vous avez vu, on vient de passer pratiquement un mois sans avoir cette page Facebook. Et jusqu'à ce matin, j'ai constaté qu'elle a été signalée hier. Donc vraiment, je sais pas quoi faire, ou alors laisser reposer cette page un moment et continuer à utiliser la page Marlène et vous tout. Mais qu'à cela ne tienne, le fait que vous ne soyez pas nombreux aussi va nous permettre de laisser cette communication sans l'interférence de nos erreurs. Parce que l'idée, en fait, c'est de pouvoir communiquer clairement et que notre discours ne soit pas pollué par ceux qui viennent nous insulter. Alors, les amis, moi, je vous ai dit, quand j'ai affaire à quelqu'un, je suis très méthodique. Je prends beaucoup de temps, je vais pas à pas pour écouter ses arguments, pour vous laisser mes réactions et vous donner les perspectives qui s'en découlent. Alors, moi, j'ai pris le soin, quand je me suis levée, là, vous savez que je prie toujours tous les matins et après la prière, j'essaye de lire tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit. J'ai refait un tour sur la page de Kikinet qui nous avait promis après le live de jeudi qu'après ce live, il ne ferait plus aucun live sur moi parce que à ce moment-là, il disait qu'il m'a laminé et donc il ne voyait pas par quel moyen je pouvais me relever pour appliquer. Mais malheureusement, hier, on a vu que c'est lui qui commence à perdre son sang-froid. Il commence à s'énerver et à insulter ses propres frères. Oui, au Cameroun, quand on est Bamileke, on a le droit d'insulter les Bamileke, de les traiter de merde, de les traiter de chiures, et que cela ne soit pas considéré comme de la bamiphobie, parce que ce n'est qu'un Bamileke qui a le droit de dire ce qu'il veut sur les Bamileke. Et à la suite de cela, j'ai vu de multiples réactions des Bamileke qui, à leur niveau, sont convaincus que moi, j'aurais insulté les Bamileke. Et parce que j'ai insulté les Bamileke, j'ai le droit de subir le harcèlement, l'humiliation, les insultes que je subis. Je vous dis, c'est pour vous, mes frères non Bamileke du Cameroun. Vous voyez ce qui arrive à toute personne qui essaye de toute personne non Bamileke, qui essaye de tendre la main un jour à un Bamileke. Moi, tout ce qui m'arrive, c'est parce que j'ai cru en l'humanité. J'ai vu un Bamileke qui était à terre. J'ai vu un Bamileke qui était en souffrance. J'ai vu un Bamileke qui était en difficulté. Et je lui ai apporté mon aide. Mais tellement il a honte d'être reconnaissant vis-à-vis de moi, il préfère m'insulter. Mes chers frères, voilà ce qui arrive à une fille boulou. En France, quand elle décide de rencontrer son frère camerounais, un Bamileke, de lui donner à manger, de lui donner un peu d'argent et de lui donner à boire. C'est ce que je subis et je dis, ce qui m'arrive devra vous servir de leçon pour que vous sachiez qu'en réalité, il y a des gens, quelles que soient les études, quel que soit l'endroit où ils ont vécu, qui portent en eux l'ADN de la haine. Et contre cet ADN, on ne peut rien faire. Lorsqu'on a élevé un enfant dans la haine, dans le rejet des autres, il ne sera que le fruit de son éducation. Donc nous devons commencer à accepter nos frères Bamileke comme ça. C'est des gens remplis de beaucoup de haine. Il suffit d'un élément déclencheur. Et l'élément déclencheur, c'est quoi? C'est le fait de prononcer le mot Bami. Et dès que vous dites Bami ou Bamileke, vous êtes sûr que vous allez vous retrouver étalé, insulté sur la place publique. Parce que pour eux,
l'insulte la plus ultime, c'est d'utiliser le mot Bamileke pour les désigner. Donc, c'est comme cela que Serge Anango, dans son argumentaire, dans sa démonstration, de dire que je suis une personne de mauvaise moralité, qu'il a quand même fréquenté au passage, puisqu'il m'a appelé plusieurs fois, il a essayé d'être en contact avec moi, j'ai bloqué tout le temps parce que quand quelqu'un est faux, vous savez, moi j'ai élevé des chiens, euh, il y a des personnes qui sont comme des chiens. Et lorsque vous élevez le chien, ça vous fait beaucoup connaître la nature humaine. Et moi, quand une personne est fausse, je la ressens à distance et je ne veux pas qu'elle approche. J'aurais approché ce kikinette là, cette kikinette un peu plus de 2 fois. Je pense que j'aurais laissé pas seulement les plumes, mais j'aurais laissé l'intégralité de mon âme parce que il y a des gens qui sont tellement élevés dans la noirceur, dans la haine, que lorsqu'il parle, lorsqu'il essaye d'oublier les manières qu'il apprend dans la maison de la Blanche qu'il héberge, vous voyez bien qu'il sort de lui. Je vous avais dit que je connais la psychologie. Je connais le seul mot que je peux dire à quelqu'un qui peut faire en sorte que il soit capable de l'innommable. Et c'est cette chose qui a poussé Kikinette à l'innommable, c'est le fait que je lui demande de justifier, un, la provenance de ses revenus, et deux, qu'il est bien le propriétaire de la maison qu'il prétend avoir achetée à 500 000 euros, alors qu'à l'époque où il prétend l'avoir achetée, il ne gagnait pas suffisamment pour pouvoir réunir 3 fois la mensualité d'une maison à 500 000 euros payée sur 25 ans. Donc, quand je vous ai dit cela, je vous apporte la preuve parce que je vous ai dit, je sais ce que je peux dire à quelqu'un sans crier, sans sauter et qu'on se retrouve dans des extrêmes avec cette personne. Donc, pour avoir demandé à notre compatriote qui m'a traité de chômeuse de nous dire comment est-ce qu'il a fait pour acheter sa maison, ça fait une dizaine de jours qu'on est en clash. Moi, je lui ai dit, on n'est pas en train de se mesurer. Chacun connaît sa force et chacun sait où il va. Moi, je ne fais que mon travail. Et je crois que mon travail, je le fais bien. Mon travail est de me défendre et de prouver aux Camerounais qu'il y a des gens qui, dans leur ADN, se trouvent la haine. Ils essayent de masquer ça comme ils peuvent, mais la haine est plus forte. Quand on vous apprend à ne pas aimer les autres, lorsqu'on vous apprend à ne pas accepter les autres, on se retrouve dans de telles extrémités où toutes des ressortissants d'une tribu se mobilisent chacun à leur niveau pour dire que nous devons détruire une femme. C'est pas un homme, hein. Ils doivent détruire. Chacun essaie d'appeler, ils essayent. C'est comme une secte. C'est pour ça qu'on vous dit souvent que ce sont des gens qui ont des réactions sectaires. Et vous voyez des gens qui sortent des documents moi-même je suis pas au courant, que je retrouve aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et je pense que l'enquêteur en charge de notre affaire a beaucoup de grains à moudre. Ça veut dire que c'est moi qui suis en train de réussir mon pari, à savoir que des éléments qui sont censés être des éléments de police judiciaire, je les retrouve sur Facebook alors que je n'étais pas au courant, plein de choses. Et moi, mon seul travail, c'est de fournir autant d'éléments à l'enquêteur pour qu'il comprenne à quel point c'est très dangereux de confier une responsabilité publique à un Bamileke malgré le fait qu'il ait eu une autre nationalité. C'est des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la conscience professionnelle, le secret professionnel. Lorsqu'ils entendent le mot Bamileke, ils deviennent comme des animaux et on peut assister à tout ce qu'on assiste là maintenant. Donc, parce que vous êtes déjà suffisamment nombreux, je vais désormais m'exprimer vraiment sur ce qui nous intéresse dans ce direct que Kikinette a fait hier soir. Kikinette nous apprend que il a commencé par nous dire que le fait que vous lui demandiez la raison pour laquelle il prenait des crédits pour acheter une voiture alors qu'il gagne 20 000 euros le mois, il a commencé par une gymnastique digne de ce qu'on prend par derrière, nous expliquer qu'on ne prête qu'aux riches. Bon, à ce niveau-là, je me dis, Kikinette ne sait pas, n'a aucune éducation financière. Une personne qui peut gagner 13 millions par mois, en temps normal,
devrait être compté à Nantes, surtout un Bamileke, parce que les Bamileke, nous l'oublions pas, se sont autoproclamés comme ceux qui savent utiliser l'argent, qui ont une certaine intelligence financière. Je vais pas mélanger tous les Bamileke dans ce propos, parce qu'il faut vraiment isoler Kikinet, parce qu'il est vraiment un cas à part. Kikinet nous explique que un Bamileke, parce que je dois prononcer le mot Bamileke, un Bamileke issu de familles pauvres, dont les parents sont partis très tôt, se retrouve en France en train de gagner 20 000 euros le mois, c'est-à-dire 13 millions. Son loyer, s'il paye un loyer, ne lui coûte pas plus de 500 000. On voit comment il vit chichement, hein, c'est-à-dire qu'à peu près, à la limite, je vous ai dit, moi, je connais un peu les articles, il ne met pas plus de 50 euros par mois pour s'habiller. On se serait attendu d'un tel personnage qui gagne gros, de nous présenter un grand parc immobilier. Parce qu'avec 13 millions de salaire, 20 000 euros, les banques, au lieu de vous donner des crédits à la consommation, devraient vous multiplier des crédits immobiliers. Pour qu'aujourd'hui, au lieu qu'ils nous disent qu'il vit des prestations qu'il fait dans les sociétés, ils devraient nous dire, voilà mes revenus immobiliers. Parce que un Bamileke qui est intelligent, qui gagne 20 000 euros, devait avoir au moins 20 appartements. Parce que, à chaque appartement, il pouvait affecter 1 000 euros de son salaire de crédit. Et, dès qu'il a même déjà mis en location, c'est les locataires qui payent son crédit. Mais, on vous a dit, même l'endroit où il vit, on peut se tuer sur Facebook pendant 20 ans, on n'aura jamais un début de document de ce qui conforte sa position de personne qui a acheté un appartement à Nantes à 27 ans à 500 000 euros. Et pour nous prouver qu'il dit la vérité, qu'il a acheté sa maison, il sort des documents qui me concernent. Or, il serait un meilleur exemple de venir simplement, parce que lorsque quelqu'un sait qu'il est fort, il n'essaye pas de piétiner celui qui est faible. Mais lorsque vous voyez quelqu'un qui essaie de piétiner une personne qu'il considère de faible, en réalité, c'est parce qu'il considère qu'il est inférieur à cette personne. C'est de la psychologie à 2 balles. Donc, avant de procéder à l'analyse des documents qu'il a présentés, nous voulons encore dire à Kikinet que c'est faux ce qu'il dit. Tous les conseillers financiers vous diront d'éviter les petits crédits à la consommation, parce que non seulement ils fragilisent votre capacité d'endettement, mais en plus de cela, financièrement, c'est pas intéressant. Lorsque vous gagnez 20 000 euros, vous voulez une voiture de 40 000 euros, mais essayez de vous priver des glaces, je sais même pas, de ce que quelqu'un qui n'a pas de crédit, qui n'a pas d'investissement, ni au Cameroun, ni en France, peut faire avec 20 millions. Mais comme il s'agit de Kikinet, la Kikinet la plus longue et la plus grosse des Bamileke, nous nous retrouvons donc dans des diatribes, dans des démonstrations de ce qu'en réalité ne devrait pas être enseigné aux jeunes qui veulent apprendre, qui veulent avoir une certaine éducation financière. Donc moi, je vous le déconseille vivement. Évitez de prendre des crédits à la consommation. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Et donc, après nous avoir démontré que c'est parce qu'il est riche qu'il ne peut pas acheter une voiture cash. Une voiture, quand on dit voiture 45 000 euros, vraiment, c'est pas une voiture chère. C'est des voitures familiales que tout le monde qui a plus de 2 enfants en France essaie de s'offrir. Donc, une voiture à crédit, on paye 250 000 francs le mois pendant peut-être 8 ans. Et bon, on peut se dire quand même qu'on gagne 20 000 euros le mois, et alors qu'on n'a pas un chantier au Cameroun, on n'a pas 2 ou 3 appartements en France, et on dit qu'on a réussi et on essaye de donner la leçon à tout le monde. Lorsqu'on a entendu cette bêtise qu'on balait d'un revers de la main, on arrive sur les éléments que monsieur a présentés comme étant des éléments constitutifs de son propos en ce qui concerne le dénigrement de ma personne. Monsieur pense que les contrats en France se renouvellent tous les 3 ans en ce qui concerne les HLM. Je crois que, comme monsieur n'a jamais été locataire, encore moins bailleur en France, il ne sait rien de ce qui concerne la location. Le contrat de location est un contrat qui se renouvelle par tacite reconduction. Lorsqu'il fait ses analyses, on sait que c'est quelqu'un qui n'a aucune notion de droit.
La tacite reconduction signifie que, sans avoir à s'asseoir pour réécrire un contrat, au bout de 3 ans, le contrat se renouvelle automatiquement. Mais l'entrée dans les lieux ne va jamais changer parce qu'elle est déterminante pour la compréhension, pour l'analyse en ce qui concerne la stabilité de la personne. Donc, en aucun cas, l'organisme HLM n'irait changer votre date d'entrée dans les lieux, soit disant que le contrat a été changé. C'est faux. Lorsque dans un contrat, on écrit date d'entrée dans les lieux, c'est le jour qu'on vous a remis les clés, le jour qu'on vous a fait l'état des lieux, et c'est ce jour-là qui figure dans le document comme la date d'entrée. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque vous faites un contrat, dans ce contrat-là, il y a toujours un état des lieux. Et si vous commettez des dégâts dans les 3 ans qui constituent le contrat, et qu'après on change votre date d'entrée, s'il y a des dégâts après, vous pouvez dire que non, voilà la preuve que je n'étais pas dans les lieux en ce moment-là. C'est complètement faux ce qu'il essaie de nous expliquer en disant que maintenant que j'ai apporté les preuves que depuis 2017, Gaëtan est responsable du 5 rue Anne de Bretagne, il faut absolument, parce qu'il s'entête à croire que une personne qui a obtenu une maison, soi-disant en HLM, ne peut pas 4 ans plus tard être propriétaire de cette maison. Et donc, il essaie de nous expliquer que c'est en 2017 que Gaëtan a eu la maison. Bon, nous allons prendre maintenant l'étude des profils à qui on attribue un HLM. Pour vous expliquer que en 2016 ou en 2014, parce que les temps d'attente sont très longs lorsque vous recherchez un HLM, Gaëtan n'était pas en position d'obtenir un HLM de 4 chambres. Parce que je vous ai dit, le 5 rue Anne de Bretagne, c'est 4 chambres. Et donc, à quel moment Gaëtan fait le dossier de demande de HLM, puisque moi, je suis en Afrique. Je suis en Afrique. Je ne sais pas à quel moment il fait la demande du HLM et qu'on lui donne un HLM un T4. Sur quelle base on lui donnerait un T4 puisqu'il n'a pas encore de femme, il n'a pas d'enfant? Pourquoi il serait prioritaire dans l'octroi d'un HLM? Parce que, quoi qu'on dise, ici en France, le HLM, c'est pas la chose qu'on prend en claquant des doigts, non. Il y a un dossier que vous déposez qui peut faire entre 1 et 2 ans ou 3 ans. Il y en a même que ça fait 10 ans, ils attendent l'attribution d'un HLM et ils n'ont jamais obtenu le HLM. Le HLM, en priorité, est des personnes qui se retrouvent sans logement, avec des revenus très modestes et parfois des familles nombreuses. Or, Gaëtan Joly, on le voit bien qu'en 2017, non seulement il n'est pas marié, non seulement il ne vit pas avec une femme dans la maison, il n'est pas prioritaire dans l'attribution d'un HLM. Donc, on veut bien accepter qu'en 2017, alors que Gaëtan n'est pas marié, alors que mes enfants ne sont pas avec Gaëtan, que Gaëtan obtienne quand même un HLM, cela relève vraiment de l'exploit. Et nous pensons que Anango est dans Kikinet est dans un délire obsessionnel. Nous préférons lui concéder ce délire-là pour ne pas polluer le débat pendant longtemps. Nous disons que en 2017, Gaëtan ne présente aucun profil qui puisse permettre qu'il soit prioritaire dans un HLM. Pas d'une seule chambre, mais de 4 chambres. Donc, son raisonnement ne tient pas lieu. Parce que malgré le fait que le HLM soit un logement à loyer modéré, une habitation à loyer modéré, il y a aussi des conditions d'urgence, les conditions de composition familiale. Gaëtan n'est pas marié en 2017 au moment où on lui remet les clés. Il n'a pas des enfants. Il n'a pas une femme. Donc, on ne sait pas pourquoi l'office HLM penserait à donner un HLM de plus de 3 chambres à une personne qui n'est pas prioritaire. Donc ça aussi, c'est un autre plan qu'il va essayer de nous développer pour nous expliquer pourquoi Gaëtan, qui a une maison à Fait de Bretagne, 2 maisons à Fait de Bretagne, une à la rue Jean Fourage, une autre adresse à la rue Victor Hugo, est prioritaire pour obtenir un HLM. Donc, on n'aura jamais cette explication-là, mais nous disons que cette obsession de démontrer que en réalité, c'est parce que nous sommes en très grande précarité que nous avons quitté le privé pour pouvoir entrer
dans le système des HLM. Donc, lorsque j'ai expliqué cela, le deuxième argument que le monsieur avance, il dit que moi, je suis parti au Cameroun. Je partais au Cameroun et je vivais avec l'argent des HLM de la France et une enquête a été initiée contre moi par la CAF. Donc, vous comprenez que le mot CAF revient énormément. Les documents qui sont fournis sont, entre guillemets, mais venant de la CAF. Vous comprenez que éventuellement, j'aurais été signalé par un Camerounais auprès de la CAF parce que je vous ai dit, j'étais une mère célibataire en France pendant plus de 10 ans. J'ai élevé mes enfants, je touchais les aides comme tout le monde. Je touchais des aides et donc je suis parti au Cameroun en 2011. Je ne savais pas que au Cameroun, il m'avait été émis une interdiction de sortie. C'est pour ça que je vous ai présenté, je vais encore vous représenter l'interdiction de sortie que le Cameroun avait émis contre moi, qui va m'empêcher de retourner en France. Donc, Kikinet, je ne suis pas parti rester au Cameroun de mon plein gré pour vivre avec l'argent de mes enfants, pour profiter des allocations. Donc, ici au Camerounais, je leur présente mon interdiction de sortie du territoire qui a été signée en 2011. Je crois que tous les Camerounais lisent. Donc, nous avons repris le téléphone d'Iris, hein, donc on va un peu souffrir. Je n'ai pas un autre enfant ici. Donc, voilà l'interdiction de sortie signée le 5 janvier 2011. On dit, honneur de vous demander de bien vouloir lever l'interdiction de sortie du territoire national. Oh. Moi, je ne sais pas comment ça se fait. Oh là là. Donc, voilà l'interdiction de sortie. Kikinet. Ce n'est qu'en 2022 que cette interdiction a été levée. Donc moi, je vais au Cameroun dans le cadre des activités de ma structure parce que je dirigeais à cette époque le projet Aspire. Quand j'arrive au Cameroun, je veux retourner en France, on me dit que je ne peux pas sortir du territoire. Donc depuis 2011, je suis bloqué au Cameroun. Je ne peux plus revenir en France parce que le Cameroun a émis une interdiction de sortie à mon endroit. Mais Kikinet nous apprend que moi, je suis parti au Cameroun, j'ai abandonné mes enfants et j'étais là-bas au Cameroun pour vivre avec les allocations de la CAF. Disons que à l'époque, je ne sais pas à combien s'élevait cela parce que mes enfants étaient petits. J'étais mère célibataire. J'avais peut-être environ 800 € ou 900 € par là. J'avais environ 800 €, 900 €. J'avais mes petites sœurs que j'avais ramenées ici et ma mère que j'avais ramenée ici qui s'occupait de mes enfants comme je vous l'ai déjà dit. Mais vous savez qu'en France, il y a ce qu'on appelle l'autorité parentale. Lorsque l'enfant doit peut-être aller à l'hôpital ou on signe un papier par rapport à l'enfant, s'il n'y a personne qui est détentrice de l'autorité parentale, forcément on va saisir le juge pour que le juge donne l'autorité parentale à quelqu'un. C'est dans le sens du fait donc que je ne peux pas revenir en France. Je suis bloqué au Cameroun que l'association qui s'occupe déjà de ma fille Cynthia, parce que je vous dis que ma fille Cynthia est arrivée en France, je l'ai amenée en France en 2007 pour l'opération de sa tumeur. Vous avez lu ça dans les documents. Et elle est prise en charge par une association. Et c'est l'association là qui a la délégation parentale sur ma fille parce que, comme je vous avais dit, après l'opération de Caire, on nous a dit qu'elle ne pouvait plus retourner en Afrique parce que il y a un médicament qu'on venait de sortir. Et ce médicament n'était disponible qu'en France. Donc, pour le suivi post-opératoire, Cynthia ne pouvait plus rentrer. Et moi, j'avais laissé mes 2 autres enfants au Cameroun. J'ai été obligé de rentrer au Cameroun. Et en passant, j'avais laissé la délégation d'autorité parentale à l'association. Nous l'avons fait devant le juge. Donc, en 2007 déjà, ma fille est sous la responsabilité de l'association
qui s'était occupé de son opération parce qu'on avait opéré son cerveau. Et donc, c'est dans ce cadre que, moi étant bloqué au Cameroun, j'appelle la présidente de l'association Action Sociale, ils sont sortis à Beaulieu, et je lui explique que j'ai besoin qu'on attribue l'autorité parentale à ma petite sœur que j'avais ramenée, qui était déjà majeure, Amel, qui habitait ma propre maison. Donc, je vais vous montrer cette décision que Kikinet veut nous faire passer pour une mesure de placement. De placement judiciaire. Je vais vous montrer les documents qui sont à ma possession, hein, et que je vous ai toujours montré. Parce que les gens viennent souvent me demander, mais Marlène, tu n'es pas obligée de raconter ta vie. Mais moi, je ne veux pas que ma vie soit racontée par des gens. Je ne peux pas rester au Cameroun parce que je veux. Je suis bloqué au Cameroun par une décision de police qui m'oblige à ne pas sortir du Cameroun. Donc, je n'ai pas décidé de fuir la France. Qu'est-ce qui se passe avec ce téléphone? Oh. Je n'arrive pas à ouvrir un document. Mais je préfère vous montrer cela peut-être comme ça parce que je l'ai comme ça. Voilà. Donc, voici la décision de justice. Jugement en assistance éducative. Je vais vous lire cela. Le juge des enfants près du tribunal de grande instance de Nantes, statuant en chambre du conseil, assisté de Hélène Rapito, greffier. Vu l'article, vu la procédure en assistance éducative suivie à l'égard de Akumba Cynthia et Koto Élise, dont les parents sont, bon, Mvuto Aka, demeurant aussi salé des peupliers, dont la tante tiers digne de confiance est Aka Armel, vu l'avis de monsieur le procureur de la République, après avoir entendu madame Aka Armel, Cynthia et Élise ainsi que madame Jamoui de l'association d'action éducative, en leur explication à l'audience de ce jour, a statué en ces termes. Suite à la requête du procureur de la République en date du 5 avril 2013, une mesure judiciaire d'investigation éducative était ordonnée concernant Cynthia, puis concernant aussi Élise, alors qu'elle était revenue du Cameroun et se trouvait au domicile de sa sœur, madame Aka Amel. Attendu qu'il résulte de la mesure judiciaire d'investigation éducative que Cynthia et Élise sont effectivement prises en charge par leur tante madame Aka Armel, que cette prise en charge est adaptée et chaleureuse, mais aussi complexifiée par l'absence de cadre légal à cette prise en charge, qu'il a été ainsi conseillé à madame Aka Armel de solliciter le juge aux affaires familiales en vue d'une délégation de l'autorité parentale. Voilà le document. Donc je crois que je vous l'ai filmé et je vous l'ai posé. Comme pour vous dire que lorsque des enfants mineurs se retrouvent en France sans une personne qui a l'autorité parentale sur eux, c'est une mesure normale. Et ce document est de 2013 parce que je suis en prison. Regardez. Voilà la date. J'ai été incarcéré à la prison centrale de Kondengui du 27 juillet 2013 au 1er avril 2014. Donc j'ai fait 8 mois de détention provisoire à la prison de Kondengui. Et pendant ce temps, je ne peux pas retourner en France. Mes enfants n'ont personne qui détient l'autorité parentale pour signer leurs documents. Personne. Donc l'association conseille à ma petite sœur qui était déjà majeure de se faire délivrer un document auprès du juge qui lui donne l'autorité parentale sur mes enfants. Donc, toutes les femmes seules qui se retrouvent en prison en France subissent cette mesure qui permet quand même qu'il y ait une personne qui signe les documents des enfants pendant qu'elle est absente. Kikinet, moi je n'ai jamais nié que j'étais en prison. Je n'ai jamais nié que pour des raisons indépendantes de ma volonté, à un moment donné, je n'ai pas pu être à côté de mes enfants. Mais ça ne fait pas de moi une mauvaise mère. Parce que avant même que je ne trouve les gens que j'allais escroquer, le Cameroun m'avait déjà mis une interdiction de sortie. Puisque au moment où je suis arrêté, dans la plainte qu'on m'arrête, on me dit que c'est pendant que je vivais en Guinée équatoriale, des gens qui vivaient en Guinée équatoriale se sont plaints qu'une personne qui travaillait avec moi leur a promis qu'il travaillait avec moi et du blablabla
je n'ai jamais vu une personne. Je pense que tu es déjà suffisamment suivi. Au lieu de m'accuser des choses, fais un appel à témoins des personnes que moi, à qui j'aurais estorqué quoi que ce soit, de venir parler sur ton mur. Moi, je t'ai dit, je ne vais pas t'attaquer en diffamation parce que c'est très facile. Je t'attaque pas en diffamation parce que je sais que devant, on va me dire que soit tu touches une aide ou que tu n'es pas solvable. Donc, je ne vais pas t'attaquer. Ne crois pas que je t'attaque en diffamation. Et comme les gens ont venu te dire que non, c'est 500 euros, nous allons faire le litchi, on va te condamner à lui verser 500 euros. Non, je ne vais pas te poursuivre uniquement pour diffamation. Donc, comme nous sommes dans un débat d'opinion, je viens, je donne des éléments. Oui, effectivement, Kikinette, j'ai été contrainte par des mesures judiciaires à ne pas revenir en France. Et tout le monde sait que lorsque vous faites 3 ans sans renouveler vos papiers, vous perdez votre titre de séjour. Donc, moi, je me retrouve au Cameroun avec mon titre de séjour. J'ai une interdiction de sortie de 2013, de 2011 à 2016. Je n'ai pas pu revenir en France parce qu'il y avait une interdiction de sortie. Je réussis à revenir en France lorsque je passe je vais par un autre pays, je prends mon avion, je viens et c'est là que j'ai réussi à venir parce que il y avait une interdiction qui m'empêchait de sortir des territoires camerounais parce qu'on se disait que oui, peut-être par rapport à la CRTV, je vais être interrogé ou par rapport à un autre problème. Je vous avais dit que le problème qui a conduit le professeur Mendozé avec qui j'habitais en prison était un problème suffisamment complexe où des gens étaient sûrs que forcément, moi, vu la proximité que j'avais avec lui, je devais être épinglé. Donc, par mesure conservatoire, il y a une interdiction de sortie du territoire qui avait été délivrée par les autorités policières à mon encontre. Oui, malheureusement, je ne pouvais pas sortir du territoire. Et ce n'est qu'en 2022 que cette interdiction de sortie du territoire a été levée. Donc, une façon de dire que vraiment, je n'ai jamais été en position de croire que je peux rester au Cameroun pour vivre de les allocations de la CAF, sachant que mes enfants sont derrière. Et lorsque j'ai donné cet argument-là, monsieur m'a sorti un autre argument que je devrais lui présenter une photo de moi en train d'embrasser un de mes ex. Kikinette, c'est un homme qui n'est pas sûr de sa virilité, qui a besoin des preuves. Moi, la seule photo, parce que tu as dit que tout ce que je dis doit être discrédité, ou alors tout ce qu'on croit que je suis doit être discrédité ou mis entre guillemets. Moi, je préfère que tu dises que il n'y a jamais rien eu entre Kameni et moi. C'est ton frère Bamileke. Tu dois dire aux Camerounais que n'associez plus le nom de Kameni à Marlène. Parce que vous ne faites que dire tous les jours que Marlène a eu une histoire avec Kameni. Tellement tout ce que Marlène dit, moi déjà que je n'ai jamais dit. Donc en principe, dites-leur que, il faut leur dire que mettez ça entre guillemets. Parce que ça m'énerve lorsque je vois mon nom associé à cette personne-là. Donc essayez un peu de croire que ça n'a jamais existé que moi je dise bonjour à cette personne-là. Parce que vous-même, vous savez que c'est une insulte. Associer mon nom à ce Bamileke-là, c'est une insulte. Donc n'associez plus mon nom. Au lieu de me demander une photo comme preuve de ce que j'aurais eu une relation avec un Guinéen, c'est mieux de me demander la photo qui prouve, qui fait que des années plus tard, les gens m'insultent partout en mettant la photo de Kameni. Mais moi, je vais te dire, je n'ai jamais trouvé le besoin de prouver que j'ai connu tel homme ou tel autre homme. Non, pas du tout. Je n'ai pas besoin de ça parce que j'existe par moi-même. J'ai habité dans la même maison avec le professeur Mendozé. J'ai été partout avec lui. Mais si tu me demandes une photo de moi et du professeur, je ne peux pas te montrer. Oh, j'habitais la même maison avec lui. Si moi, je ne peux pas te montrer la photo de la personne avec qui j'habitais, que tout le monde m'a vu habiter avec, mais c'est pas la photo. Non, je ne trouve pas. Je n'aime pas les photos et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la seule façon pour toi d'avoir une photo de moi, c'était une photo volée. Je ne fais pas de photos. Je ne trouve pas la nécessité de faire des photos pour aller prouver à qui que je connais qui. Je n'ai jamais trouvé la nécessité. J'ai entendu dans ton direct, tu me disais que il aurait fallu que je donne le nom du fils d'un président
à mes enfants pour prouver vraiment. Je vais te dire que j'ai un enfant qui porte le nom du professeur Mendozé. Mais est-ce que ça revient à dire que le professeur est son père? Moi, je comprends pas ta logique. Est-ce que j'ai besoin de forcer quelqu'un à reconnaître sa paternité en donnant le nom? Non, mon enfant porte le nom de mon père, mon enfant porte le nom de ma mère. Il y a que avec Iris qu'obligatoirement la loi française exige que l'enfant ne porte que le nom de son père ou le nom de sa mère. Donc sinon j'aurais donné le nom d'un autre membre de ma famille à un de mes enfants parce que c'est ma culture. Donc le nom ne dit rien. C'est pas le nom qui fait en sorte que on attribue la paternité à un tel ou à un tel autre. Je peux même te dire que tous mes 3 enfants ont le même père. Donc je peux te le dire. Donc il faut arrêter de spéculer sur mes enfants. Je comprends simplement que tu jalouses ma maternité. Tu jalouses l'entretien que je fais de mes enfants et le fait que tout le temps quand je publie mes enfants, que les gens mettent plus de likes sur les photos de mes enfants que sur les photos de tes enfants, tu t'es mis une fixation de détruire, d'humilier même mes enfants sur les réseaux sociaux. Parce que ça n'a pas d'explication. Depuis que tu parles là, moi je parle pas de tes enfants. Je poste pas les photos de tes enfants. Je ne pose pas les noms de tes enfants, leur identité complète, tout ce que tu es en train de déverser dans le sens d'humilier mes enfants sur la place publique. Je me dis, j'ai dû toucher à quelque chose de véritablement sensible chez toi qui te pousse à agir comme un animal. Et l'animal que tu as toujours été, comme tu dis, le chien, comme que tu as dit tout à l'heure, le chien de Bouddha, tu te comportes comme un chien qui est prêt à dévorer tout parce que il exprime enfin sa jalousie ouvertement. Et il a une excuse. Il vient venger les Bamileke. Il n'y a pas d'excuse pour insulter des enfants, de publier la vie des enfants. Je dis, que ce soit dans la lumière, que ce soit dans le noir, la vie de mes enfants que tu détruis. Je te dis, je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Aucun de tes enfants ne lèvera la tête. Je jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Je ne te maudis pas, mais je vais travailler pour. Ça, je ne te mens pas. Et je te dis, à partir de maintenant, tu verras ce qui arrivera dans ta vie. Je n'aurai pas les relations que tu as. Je n'ai pas les boulots, même quand ils sont dans les administrations, c'est des gens qui sont intégrés. Aucun boulot ne viendra jusqu'à me communiquer des informations sur toi en perdant la conscience professionnelle. Non, ce n'est pas notre... Nous sommes des blancs. Mais moi, je te dis que sur le plan spirituel, je te confie entre les mains des esprits de mon village. Je te confie entre les mains de mon père. Je confie ta vie entre les mains de mon père. Je n'ai pas de réaction. Continue à salir mes enfants, à les humilier sur les réseaux sociaux comme tu le fais. Et moi, je verrai comment un de tes enfants sera quelqu'un sur cette terre. Moi, je travaillerai dessus. Tant que j'aurai le souffle. Je t'en fais la promesse. Et dans 20 ans qu'on se retrouvera à bouffer encore, quand tu viendras acheter les plantains, tu confirmeras ce que je t'ai dit. Mes enfants ne t'ont rien fait. Moi, je ne t'ai rien fait. Je t'ai rencontré. Tu m'as demandé des plantains. J'ai acheté des plantains. Tu m'as demandé à boire. J'ai acheté à boire. Mais tu as estimé que tu dois venir humilier mes enfants sur la place publique, détruire leur réputation sur la place publique, alors qu'aucun de mes enfants ne t'a rien fait. Je jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Que toute chose qui serait sortie de ton sperme ne fera rien dans la vie. Je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Notre combat, parce que tu as décidé de t'attaquer aux fruits de mes entrailles, notre combat n'est plus un combat des réseaux sociaux. C'est un combat qu'on remet à nos ancêtres. C'est un combat qu'on remet à nos dieux. Donc je remets toi et tes enfants entre les mains de mes ancêtres. Donc c'est ça que je veux te dire. Et je dis que sur le document que tu as posé, le voici que j'ai publié, c'est une demande de délégation d'autorité parentale. Parce que je me suis retrouvé en prison, mes enfants, leur père ne vivant pas ici, leur mère étant en prison, ma petite sœur n'ayant pas la délégation d'autorité parentale sur elle, oui, l'association avec laquelle je travaillais, qui m'a aidé pour l'opération de ma fille, a fait des mains et des pieds pour que ma petite sœur, que j'ai amenée avec mon argent et mes moyens, puisse être responsable légale de mes enfants.
On va me dire que ta mère aussi était là. Malheureusement, ma mère, je t'ai dit, ma mère a fait 17 ans. Jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours malade. C'est moi qui ramène ma mère ici pour se soigner. Elle était suivie dans un hôpital à Paris. Elle faisait des longues hospitalisations. Donc, il était impossible pour elle de pouvoir vivre à Nantes et de pouvoir assumer la délégation d'autorité parentale de mes enfants. Tu as dit beaucoup de choses que moi, je ne vais pas réfuter. Je refuse de les refuter. Mais à une seule que je refute. Je n'ai jamais déposé une plainte pour usurpation d'identité. Et donc, je te dis que ce document-là est faux. Depuis que je suis en France, je n'ai jamais déposé une plainte pour usurpation d'identité. Et je vais t'expliquer pourquoi la personne qui t'a donné ces éléments, parce qu'elle a pris le soin cette fois-ci de barrer, de mettre plein de choses pour barrer certains noms. Parce que si mon nom sort dans le document de jugement d'assistance, le père des enfants doit aussi sortir. Mais il y a plein d'éléments parce que vous savez que vous ne voulez pas associer quelqu'un d'autre qui va saisir avec plus de moyens pour trouver la personne qui est dans l'administration, qui est en train de te fournir des éléments pour humilier mes enfants sur les réseaux sociaux. Parce que c'est pas moi que tu humilies. Quand tu viens dire que mes enfants étaient à la DAS, mes enfants n'ont jamais été à la DAS. Pose le document, tout le monde va lire. Mes enfants ont suivi une assistance éducative qu'on donne à tous les enfants dont les parents se retrouvent en prison. J'ai été en prison, j'ai été bloqué au Cameroun par une interdiction de sortie. Je n'ai pas abandonné mes enfants, non. Lorsque je viens avec mes enfants en France, je prends des dispositions en ramenant mes deux petites sœurs qui sont déjà majeures, en ramenant ma mère pour que il n'y ait jamais mes enfants soient dans un cadre familial normal. Et on vient ici, pourquoi? Parce que Cynthia doit suivre ses opérations au CHU d'Angers. Donc moi, je n'ai pas choisi de venir vivre en France pour chercher ma vie. Et si mes enfants ont des droits, parce que ce sont des Français, oui, la CAF a l'obligation de leur payer ces droits-là. Je me retrouve en France. Je me retrouve au Cameroun. Mon titre de séjour s'expire. Oui, automatiquement, la CAF arrête les droits. Parce que la CAF, elle paie les droits en fonction de la durée de votre titre de séjour. Et c'est comme ça que mes enfants se retrouvent en France. Il n'y a plus personne qui est légalement autorisé à toucher leurs allocations familiales. Et donc, forcément, ma petite sœur doit avoir l'autorité parentale pour elle, pour pouvoir continuer à percevoir leurs allocations. Je suis en prison. Je suis en prison. Je n'ai aucune possibilité ni de faire un virement bancaire, ni avoir accès à mes comptes, parce que je n'ai même pas mon téléphone sur lequel il y a mes comptes bancaires. Donc, je suis en prison, on m'a tout pris. Puisque quand vous entrez en prison, on vous retire votre téléphone, on retire tout. Même si à l'intérieur de la prison, vous allez vous débrouiller pour avoir quand même un petit choronco. Mais ce téléphone-là, c'est pas un téléphone Android. Oui, malheureusement, je peux me retrouver à ne plus être en capacité de régler certaines factures en France parce que je n'ai pas la possibilité d'avoir accès à mes comptes. Donc, ce n'est que normal que pendant cette période, les autorités françaises prennent des dispositions pour le suivi de mes enfants. J'étais en prison. Ça, je n'ai jamais nié. Mais ça, c'est ce qui concerne cette partie-là. Maintenant, tu as sorti un document qui serait une main courante de moi parce que je suis allé signaler que ma mère a touché les allocations de mes enfants sur le compte de mes enfants. Ce que je vais te dire, c'est quoi? Quand je ramène ma mère en France, ma mère porte le même nom que ma fille. Et on paye, je laisse ma mère avec mes enfants. Je laisse ma mère avec mes enfants. C'est ma mère qui a la responsabilité. La CAF me dit que, étant donné que je n'ai pas encore fait une délégation devant le juge, délégation parentale à ma mère, il faut que j'aille faire ne serait-ce qu'une main courante pour dire que c'est ma mère qui touche les allocations qu'on payera via le compte de ma fille. Je fais une main courante. Une main courante, c'est pas une plainte. Une main courante, comme ici, ils n'ont pas le système de procuration comme au pays. Vous partez, vous faites une déclaration, on vous la signe et c'est pour cela qu'elle se retrouve dans mon dossier CAF. Qu'est-ce que la plainte fait dans mon dossier CAF? Qu'est-ce que les plaintes font dans mon dossier CAF? Non, je fais seulement un signalement pour qu'à partir de maintenant, la CAF soit au courant que c'est ma mère qui a accès aux allocations familiales dans l'attente d'un cadre juridique adapté pour la délégation d'autorité parentale de mes enfants. Et nous sommes là en 2012. C'est ce que tu prétends. Or, moi, depuis 2011, j'ai déjà une interdiction de sortie du territoire. Je rentre au Cameroun, je suis bloqué au Cameroun, mes papiers expirent, et au moment où je suis sorti de prison,
Je demande un visa de retour en France. On me donne un visa de retour, j'arrive en France, mais la personne avec qui je suis en ce moment-là me dit, c'est mieux qu'on s'installe au Luxembourg. C'est comme ça que je vais au Luxembourg, j'obtiens une carte de séjour du Luxembourg et je commence à venir en France de temps en temps avec ma carte de séjour du Luxembourg. Donc forcément, tout ce qui est en France, ça ne me concerne plus parce que pour moi, c'était plus intéressant d'avoir une carte de séjour du Luxembourg. Je crois qu'il y a des gens qui me suivent ici sur Internet. Depuis 2016, ils savaient que j'étais beaucoup plus entre le Luxembourg et la France. Donc, étant résidente au Luxembourg, je n'ai pas trouvé la nécessité d'obtenir un titre de séjour français. Mais ce n'est qu'après mon mariage avec un Français et le fait que j'ai une vie stable en France que j'ai engagé la procédure de reprendre mon titre de séjour français. Tu as dit dans ton direct que je n'ai pas le titre de séjour. C'est pour ça que je dis tu ne me suis pas. J'ai bien un titre de séjour. Je crois que j'ai déjà présenté aux Camerounais qui me suivent sur ma page. Et je n'ai jamais eu le problème de titre de séjour parce que je devrais quoi que ce soit à qui que ce soit. Non. J'ai eu une expiration de titre de séjour. Il y a un Camerounais qui m'a signalé à la CAF. Lui, un Bamileke m'a signalé à la CAF et je vois de quel Bamileke il s'agit. Je vais prononcer son nom le moment venu. Je crois qu'il s'appelle Gustave. Il m'avait signalé à la CAF en disant que moi, je laisse mes enfants, je vais au Cameroun. Et la CAF maintenant, elle saisit la police aux frontières pour que la police aux frontières lui dise le nombre de fois que je sors du Cameroun, de la France. Parce que je vais vous dire que le paiement des allocations est conditionné au fait que vous viviez en France 6 mois, 1 jour. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Si vous vivez en France moins de 6 mois, 1 jour, vous ne devez pas toucher les allocations. Or, mon activité professionnelle m'obligeait à aller au Cameroun quasiment tous les 10 jours. Donc, en 1 mois, je pouvais aller au Cameroun 2 fois. À cause des raisons professionnelles, je gérais le projet Aspire. Je devais être au Cameroun tous les 10 jours. Tous les 10 jours, je devais être au Cameroun. Et donc, c'est comme ça que la CAF ayant eu le signalement qu'en réalité, je reste très peu au Cameroun, en France, elle demande à la police aux frontières de dire le nombre de fois que je sors du territoire. Et donc, cela a une incidence, ce n'est pas une fraude, cela a une incidence. S'il calcule le nombre de jours que vous avez passé hors du territoire, cela signifie qu'en réalité, vous ne devez pas être allocataire parce que pour être allocataire, vous devez faire 6 mois, 1 jour sur le territoire français. Mais la CAF n'est pas informée que pendant qu'elle pense que moi je vis au Cameroun, moi je suis en prison et ayant une interdiction de sortie. Donc c'est au moment où je sors, j'arrive en France, j'explique ma situation, que ce soit auprès de la préfecture, et c'est ainsi que la préfecture me dit, la prochaine fois que vous sortez du territoire, quand vous savez que vous allez passer beaucoup de temps, revenez avec votre titre de séjour, vous signalez à la préfecture que vous repartez, et quand vous allez revenir, on refait votre titre de séjour. Et je crois que c'est ce que j'ai fait cette fois-ci. Je pense que je n'ai eu aucun souci à refaire mon titre de séjour, et j'ai mon titre de séjour qui est sur ma page. Je n'ai jamais eu une certaine convocation de la préfecture me demandant de quoi que ce soit en ce qui concerne mon titre de séjour. Je n'ai jamais eu un refus de titre de séjour. Je n'ai jamais eu un OQTF. Tout cela relève de la psychologie. Je vous ai dit, nous avons des compatriotes ici qui sont animés par la haine. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir affaire à eux, soyez sûrs que ils connaissent comment on signale les gens dans les administrations, que ce soit au fisc, que ce soit partout. Vous serez signalé de partout quand vous avez affaire à ces gens-là. Donc c'est ce que j'ai déjà vécu ici en 2011, que j'ai vécu en 2017 quand je voulais me marier, toujours avec des gens de la même communauté. Et c'est ce que je vis aujourd'hui avec quelqu'un à qui j'ai acheté des plantains, qui estime que il ne doit pas être reconnaissant et il doit seulement m'insulter. Donc, moi, je dis que ma vie, elle est connue. Quand je suis venu en France, j'ai expliqué au préfet de Loire-Atlantique pourquoi j'ai été absente du territoire pendant plus de 3 ans. J'ai fourni tous les documents de police. Je vous ai dit que je marche avec toute ma vie. Il n'y a pas un papier depuis que je suis majeur que je ne peux pas vous sortir. J'ai tous les documents. Pourquoi je suis resté au Cameroun? J'avais une interdiction de sortie du territoire. Je n'ai pas laissé mes enfants. Et pourquoi pendant 5 mois, je suis dans l'incapacité d'agir pour mes enfants, envoyer quoi que ce soit. Je suis en prison.
Je ne peux pas faire un Western Union. Je ne peux pas faire un virement bancaire parce que même mon téléphone, il a été arraché. Je suis en prison pendant 8 mois. Oui, malheureusement, une mère seule qui est en prison pendant 8 mois, ça va se ressentir dans l'entretien des enfants. Ça va se ressentir dans l'équilibre psychologique des enfants. Heureusement que l'association Action éducative a été à nos côtés, nous a beaucoup aidé. Et c'est ce qui m'a poussé, au sortir de toutes ces difficultés, à dire que si moi j'ai reçu de l'aide, je vais commencer à aider les autres. Parce qu'à l'époque, quand j'avais beaucoup plus de moyens que maintenant, je n'avais jamais pensé qu'un jour, moi aussi j'aurais besoin du soutien. Et parce que cette association en particulier m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup marqué. Et je me suis dit, il faut que moi aussi, avec le peu de moyens que je peux trouver, que je me mette en position d'aider les gens, si c'est possible, parce que moi j'ai été aidé. Donc quand j'ai dit cela, la plainte sur l'usurpation d'identité, parce que quelqu'un aurait pris des prix avec mon nom, ça c'est une fausse plainte. Je pense que je n'ai jamais déposé une plainte, moi, parce que quelqu'un a usurpé de mon identité. Je n'ai jamais déposé une plainte, je n'ai jamais... je vois, il dépose un papier de la brigade financière qui dit que dans le cadre d'une enquête pour faux et usage de faux, la CAF, il demande à la CAF de me domicilier. Je n'ai toujours eu qu'une seule adresse ici en France. Une seule adresse. Et si la police retrouve l'adresse de toutes les personnes, je suis en prison au Cameroun. C'est moi la seule plainte que j'ai déposée ici, c'est lorsqu'il y a eu l'utilisation de mon chéquier. Je crois que la nounou de mes enfants qui est ici, les personnes qui étaient autour de moi sont au courant. J'avais laissé un de mes chéquiers à la maison. Bon, c'est le travail des enfants, j'ai oublié. Mais les enfants, les amis de mes enfants, se sont servis dans mes comptes. Et j'avais fait un signalement à la police. Et à un moment donné, j'ai même retiré la plainte. Donc si la police voulait me voir pour le retour de l'enquête que j'avais déposée par rapport aux gens qui avaient utilisé mes chèques, oui, malheureusement, je n'étais plus sur le territoire français. Et oui, malheureusement, je ne pouvais pas répondre aux gens de la brigade financière que moi j'avais sollicité. Mais en usurpation d'identité pour un crédit, je ne me souviens pas d'avoir déposé une plainte. En usurpation d'identité, que des gens auraient pris mon identité pour faire les crédits. Je pense que c'est complètement faux. Et ce document-là, je ne sais pas quel est le but. Ou soit c'est de m'intimider, ou je sais pas trop quoi. Si moi je dépose plainte, en principe, ce n'est pas à moi d'avoir peur. C'est l'interprétation qu'il en fait qui est problématique. Comment quelqu'un peut déposer une plainte parce que les gens usurpent son identité et que les gens ont pris un crédit de 59 000 euros? C'est faux, complètement faux. Je n'ai jamais déposé une plainte en France pour usurpation d'identité. Je n'ai jamais. La première fois que je dépose une plainte pour usurpation d'identité, ce sera contre Kikinet. La plainte que je dépose contre Kikinet, que j'ai déposée contre Kikinet, c'est cette plainte qui concerne l'usurpation d'identité. Mais avant, je n'ai jamais eu mon identité d'usurpée, peut-être sauf dans la requalification des faits que quelqu'un utilise mon chéquier pour sortir de l'argent dans mon propre compte. Oui, effectivement, ça tombe sous le coup de l'usurpation d'identité et que les policiers avaient fait le récapitulatif de mes comptes pour voir à peu près combien avait été sorti de mes comptes. À l'époque, je pensais que ça avoisinait les 30 000 euros. Peut-être ils ont pu trouver plus, mais c'était de l'argent qui était dans mon compte. Et je sais que toute ma famille est ici. Elle sait de quoi je parle et elle sait que c'est un problème que j'ai décidé de balayer du revers de la main. L'argent, c'est moi qui le cherche. Je n'en ai pas voulu aux personnes qui m'ont fait ça. J'ai continué mon chemin. Dieu ne m'a pas coupé les bras. Je continue de vivre. Donc, lorsque Anango nous explique, oh, Kikinet, oh, pourquoi le mot Kikinet ne va pas rester dans mon esprit? Il faut vraiment que le téléphone de Nana, si ça ne marche plus. C'est vraiment grave. Hein. J'arrive plus à ouvrir les applications. Le téléphone, s'il ne peut plus nous aider. Parce que je voulais faire quelque chose. C'était d'aller sur Google. Qu'est-ce qui se passe avec ce téléphone? Oh, on ne peut plus travailler avec. Je sais pas, peut-être c'est tombé. Là, c'est vraiment tombé. Je comprends pourquoi hier soir, il avait mon téléphone. Les touches ne marchent plus.
On aurait voulu présenter à Kikinet, qui nous explique que le 2SS des écoles de commerce, c'est le diplôme d'éducateur spécialisé. Parce que j'ai fait les diplômes européens d'études supérieures à marketing à l'ENACO de Lille, comme je vous ai toujours dit. C'est pour ça que les étudiants de l'ENACO, on les appelle les énarques. Et lui, il dit que c'est le diplôme d'éducateur spécialisé. Kikinet, quand tu raisonnes comme ça, et c'est pourquoi moi je te prenne au sérieux, quelqu'un qui est en France sait que les éducateurs spécialisés sont formés dans les écoles des affaires sociales. Qu'est-ce qu'un éducateur spécialisé fait dans une école de commerce? Tu veux qu'on te donne le crédit de quelqu'un qui réfléchit. Le diplôme européen d'études supérieures en marketing, c'est le diplôme qu'on octroie dans les écoles de commerce et qui est l'équivalent de la licence. Mais avant de venir en France, j'avais déjà obtenu une licence et une maîtrise en droit. Donc, lorsque je change de filière pour partir en commerce, je ne vais pas aller directement faire des MBA parce qu'on m'exige d'avoir une base en commerce. Je fais donc un diplôme européen d'études supérieures en marketing. Donc, c'est pour te dire que si toi, tu ne sais pas que les éducateurs spécialisés sont formés dans des écoles de services sociaux et non dans des écoles de commerce, je ne sais pas le débat que je pourrais avoir avec toi à ce niveau-là. Moi, j'ai expliqué ce que tu as essayé de présenter. Tu as présenté un commandement de payer. J'ai dit, j'ai fait 8 mois de prison. Oui, malheureusement, pendant les 8 mois, oui, forcément, j'ai trouvé des tonnes de factures. Ça, je te rassure. C'est-à-dire que les montagnes de courant, mes enfants n'ayant pas accès à mes comptes et tout, vraiment, si on te prend maintenant, on te met. Et je vais prier Dieu pour que tu manques à tes enfants un jour. Pendant qu'ils sont petits. Je vais prier pour ça tous les jours. Tes enfants aussi un jour vont rester sans te voir. Pendant qu'ils sont petits. Je vais prier pour ça chaque jour. Et tu sauras ce que ça fait à des enfants de rester seuls, sans savoir où est leur maman. Parce que, malheureusement, même la maman ne peut pas appeler les enfants pour dire, écoutez, en ce moment, je suis en prison. Les enfants sont dans le flou. Les enfants ne comprennent pas pourquoi maman n'est pas là. Oui, toute personne qui vit en Europe, pas même seulement faire 1 mois au Cameroun, la tonne de factures qui va arriver. Malheureusement, faire 8 mois de détention, on trouve des factures qui s'accumulent. Mais ce que tu devrais dire, comment je résous les factures après? Je règle toutes les factures. Si tu avais eu un ordre d'expulsion ou alors quelque chose, non. Forcément, je ne suis pas là. Forcément, je suis en prison. Forcément, je trouve des factures de courant, d'eau, de cantine des enfants parce que j'étais en prison. C'est une partie de ma vie que je ne vais jamais nier. C'est une partie de ma vie que je ne vais jamais nier parce que même si on envoie l'argent à quelqu'un, la personne n'a pas la qualité pour payer mes factures. Donc malheureusement, oui, mes factures se sont accumulées parce que j'étais en prison. Sur le fait de dire que quelqu'un qui a ses enfants ne peut pas laisser ses enfants vivre en grande précarité. Mes enfants étaient au Cameroun, mes enfants habitaient chez le professeur Mendozé et je crois que leur père a suffisamment donné des moyens au professeur pour que le professeur puisse s'occuper d'eux. Et je crois que dans le document que tu as voulu montrer, il est bien écrit que Océane et Loïc sont retournés au Cameroun. Et donc c'est leur père qui avait demandé que, étant donné que je suis en difficulté, que les enfants soient renvoyés au Cameroun. Et les enfants ont voyagé seuls, ils sont arrivés au Cameroun, ils vivaient chez mon père. Je crois que tous les choristes de la Voix du Cénacle qui sont ici sur ma page ont vu mes enfants qui habitaient chez le professeur Mendozé. Ils allaient à l'école, je crois à Bastos, quelque chose comme ça, et ils étaient scolarisés habitant le domicile du professeur Mendozé. Donc oui, forcément, quand je suis allé en prison, mon père a pris des dispositions pour que des enfants reviennent. Le père des enfants a pris des dispositions. S'il avait une femme, il allait prendre les enfants avec lui, mais lui-même, il n'a pas une femme. Donc, ça devait être difficile, l'encadrement des enfants. Et les enfants sont restés chez mon père à Bastos. Cette époque de ma vie, ça, je ne la nie pas. Mais ça ne nous justifie pas pourquoi tu peux manger le plantain de quelqu'un. Tu peux prendre l'argent de quelqu'un. Tu peux boire la bière de quelqu'un
et avoir le courage de venir t'asseoir pour détruire la vie de ses enfants. Parce que la personne t'a dit, prouve que tu es propriétaire. Donc, jusqu'à présent, je cherche la motivation, je la trouve pas. Je pense que tu as commencé à exposer mon mari, tu as parlé de lui plusieurs fois, tu nous as insultés, depuis le mois d'avril où j'ai eu mes difficultés au Cameroun, et comme tu es un animal, quelqu'un qui peut chier pour que l'animal qu'il va manger mange n'est pas un être humain. Parce que les Européens ont une sensibilité avec les animaux. C'est pour cela qu'ils ils font un effort pour leur donner de la nourriture. Mais toi, tu as appris à nourrir ce que tu vas manger avec de la merde. Donc, toi, tu casses le pot dans lequel tu as mangé. Ayant mangé ma nourriture, j'ai eu des problèmes. Par dignité, tu peux t'abstenir de te moquer de moi publiquement. Mais est-ce qu'un porc a la dignité? Le porc ne connaît pas la dignité. Le porc mange les caca. Le porc, c'est l'animal le plus indécent du monde. C'est pour ça que lorsqu'on décide que le totem d'une tribu, c'est le porc, ça veut dire dans toutes les religions du monde, même chez les chrétiens, on interdit de manger le porc. Et moi, je me suis amusé à effleurer le porc, à manger sur la même table avec le porc. Aujourd'hui, ma vie, c'est la poubelle. Rien de ce que tu as dit n'est caché. Parce que si tu me suis, que ce soit dans le cadre de mes interviews sur Canal 2, j'avais expliqué comment la France avait aidé mes enfants pendant la période où j'étais en prison. C'est parce que mes enfants étaient français, que mes enfants ont été encadrés, que je suis sorti, j'ai trouvé mes enfants en santé et que notre vie a continué comme si de rien n'était. Moi, mon passé, malheureusement, ma vie privée, elle est publique. Je la partage avec des gens depuis tellement d'années. Peut-être toi, tu viens de me découvrir. Lorsque je suis sorti de prison, j'ai remercié le consulat de France, j'ai remercié l'ambassade de France, j'ai remercié les autorités françaises qui avaient pris des dispositions pour que, malgré le fait que moi, je ne pouvais plus être en capacité de m'occuper de mes enfants parce que j'étais en prison, l'État français s'est occupé de mes enfants qui sont d'abord des ressortissants français. Donc, pour cela, je serai tout le temps reconnaissante à la France qui a aidé mes enfants. Maintenant, tu m'accuses de faux et d'usage de faux. Si on dit que c'est moi qui ai porté plainte, est-ce que ça veut dire que c'est moi qui suis coupable? Le document que tu présentes dit que c'est moi qui porte plainte parce que les gens font des faux avec mon nom. En quoi que ça me ressemble? Simplement parce que tu ne connais pas le droit ou tu ne veux pas comprendre le document qu'on t'a remis, tu viens simplement le lire dans le sens de booster tes vues. Je pensais que tu avais décidé que tu ne faisais plus de direct sur moi, que ton dernier direct c'était le game over et que après ce direct, je ne pouvais même plus la force. Mais hier, c'est toi qui perdais les pédales parce que tu as bien compris que tu es tombé sur un roc. Si moi je tombe sur toi, tu te fais mal. Tu tombes sur moi, je te fais mal. Je te dis, moi tout ce que je fais, je parle. Si je dis que je vais empoisonner quelqu'un, c'est que je vais vraiment empoisonner. Si je dis que je vais killam quelqu'un, c'est que je vais te killam. Toi, tu es venu me chercher. Tu as touché des choses dans ma vie que je ne pensais pas que quelqu'un qui a déjà mangé ma nourriture peut faire. Tu es en train de toucher l'avenir de mes enfants. Et moi, je vais m'asseoir sur l'avenir de tes enfants. Et tu vas confirmer. Donc, c'est ce que je fais que te dis tous les jours. Que tu vas confirmer dans 10 ans quand tu vas me rencontrer à bouffer. Tes directs seront sur Facebook où tu racontes que tu as les 20 000 euros. Mais ta vie, au moment où on va encore se rencontrer, tu ne vas pas accepter. Parce que tu te moques de quelqu'un qui, malgré sa souffrance, t'a aidé quand tu n'avais rien. On ne peut pas avoir eu 10 000 euros de salaire et se retrouver dans l'état dans lequel moi je t'ai vu. Devant Dieu. Je parle toujours en montrant Dieu. Une personne ne peut pas gagner de l'argent et se retrouver dans l'état dans lequel moi je t'ai vu à bouffer. Je sais que vous traînez beaucoup de malédictions. Derrière vous, vous traînez beaucoup trop de malédictions. Vous obligez de vivre une vie de mensonges, de machin. En réalité, tu aurais été cohérent si tu disais que oui, c'est à moi qu'on a donné le HLM. Parce que c'est moi qui ai le profit du HLM. Femme seule, avec beaucoup d'enfants, oui, c'est à moi qu'on devrait donner le HLM. C'est à moi qu'on devrait donner le HLM. Or, en 2017, tous les Camerounais m'ont vu. Moi, j'étais au Cameroun. Donc, ton explication n'est pas plausible. Est-ce que là où les 2 adresses de Gaëtan étaient des HLM, je ne sais pas. Donc,
je voulais dire à mes frères petits que vous ne verrez jamais un Bamileke assis en train de décrypter comment Mami Nyanga, Françoise Puené, qui a fait la prison, qu'est-ce qu'il a mené en prison. Nous avons nos frères qui sont les procureurs. Ils pourraient nous contacter aussi pour sortir toutes les pièces qui étaient dans le dossier qui a amené Françoise Puené en prison. Mais ceux qui sont en train de travailler aujourd'hui pour laver l'image de Françoise Puené, malgré la condamnation en prison pour faux et usage de faux, elle a imité la signature du secrétaire général de la présidence Ngongo. Elle a fait la prison pour ça. Mais ses frères, Bamileke, les gens Bruno Tagne, la présentent aujourd'hui à la société comme une femme qui peut écrire des livres, comme une femme qui peut faire des conférences, conseiller les jeunes pour l'ouverture d'entretien. C'est-à-dire qu'on est en train de lui faire une opération qui lave. Pendant que des gens, eux, ils sont en train d'être assis en disant que même mes diplômes, je ne suis jamais allé à l'école. Tout ce que j'ai fait, c'est le faux. Alors que personne n'a jamais demandé comment Claude le Parisien a fait pour avoir l'argent. Personne n'a cherché à savoir comment Fosso Victor est parti de la vente des arachides pour devenir milliardaire. Aucun de nos frères qui travaillent aux impôts, je crois que depuis pratiquement 25 ans, tous les ministres des Finances sont des boulous. Ils n'ont pas appelé des blogueurs pour sortir les pièces des documents pour dire voilà, il devait tel montant, l'État lui a donné tel montant. Jamais nous n'avons participé à la destruction d'une personnalité ou d'une icône ou alors d'une personnalité publique Bamileke. Donc, nous voyons que cette attitude, cette propension qu'ont nos frères de l'Ouest à détruire les nôtres doit nous interpeller au plus haut point. C'est des gens qui ne sont pas prêts à vivre avec nous et que s'ils avaient beaucoup plus de moyens, allaient en découdre avec nous. Vous voyez l'exemple sur moi, parce que je suis à l'étranger, je suis torpillé de toutes parts par des Bamileke qui ont réussi à s'insérer dans la société, qui me signalent à des administrations. Je vous disais encore hier que j'ai eu une relance des impôts. On me demande, il vous a dit hier dans le direct que le Bamileke qui le contacte, qui lui envoie des informations, est déterminé à me détruire. Donc attendez-vous à tout. Ces gens sont déterminés à me détruire simplement parce que j'ai osé me plaindre et parce qu'ils estiment que je suis sur le plan de soutenir la candidature de Ngongo à la présidence. Je ne sais pas ce que je représente. Je crois que Kikinet vous a demandé. Je ne représente rien. Que je vous aime, que je ne vous aime pas. En principe, ça ne devrait pas compter. Je ne sais pas pourquoi vous me suivez. Je ne sais pas pourquoi vous estimez que votre salut passerait par moi. Je ne comprends pas. Mais je pense que j'interpelle ici tous mes frères Boulou Betty de voir comment ces gens agissent lorsqu'ils sont en capacité d'agir vis-à-vis de leurs compatriotes. Et donc, c'est ce que je subis. Là où je porte plainte, ça devient que c'est moi qu'on poursuit. Il est bien écrit que c'est moi qui fais le dépôt de plainte. Mais monsieur fait des directs où il débite des bêtises, où des gens applaudissent et où il me traite de mytho là où il ne comprend pas. Depuis quand un diplôme d'études supérieures en marketing devient un diplôme d'éducateur spécialisé? Ce n'est que dans sa tête de porc que c'est possible. Parce qu'il dit qu'il veut détruire une femme et camp. Il veut me détruire. Il tirera satisfaction quand je disparaîtrai des réseaux sociaux. Je vous ai dit que ils ont dit que c'est eux qui commandent la communication sur Internet, qui commandent les chaînes de télévision. Et mon discours leur fait de l'ombre. Il faut trouver toutes les subterfuges pour me faire taire sur les réseaux sociaux. Mais moi, je n'ai plus que ça. Je n'ai plus que mon téléphone. Je n'ai plus que mon téléphone pour me défendre. Je n'ai plus que mon téléphone, donc c'est peine perdue. Même si vous partez prendre les protections hygiéniques de ma mère, vous venez poser sur Facebook. Je vais toujours parler parce que mes descendants doivent avoir ma version des faits. Avec preuve à l'appui. Donc moi j'ai déposé les plaintes, la preuve que en juin 2024, nous restons ici, subitement on reçoit une lettre de la CAF. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? La personne qui me fait les signalements à la CAF tous les jours est sur ma page Facebook. Vous vous souvenez qu'en juin, j'ai eu les cadeaux d'anniversaire. Dès que j'ai eu les cadeaux d'anniversaire, on nous a fait des signalements partout aux impôts. On est là,
on reçoit une lettre de fin de paiement de droit. Je dis d'abord à mon mari même, moi je n'ai même pas de droit. Comment on peut recevoir une lettre de fin de droit? On nous dit que nous devons justifier nos impôts de 2022. La lettre a été écrite en décembre 2023. Je crois que dans les documents, je vais chercher. Je dis, mais depuis quand la CAF s'embrouille comme ça? Donc, la personne qui me suit, qui a décidé de me nuire en France, elle est sur ma page. Donc, dès qu'elle nous voit mener un certain train de vie, parce que la CAF aujourd'hui fonctionne par dénonciation anonyme, vous avez le droit, si vous pensez que telle personne est prestataire à la CAF, de la signaler que son train de vie est élevé par rapport à ce qui est connu par les impôts. Donc, c'est comme ça que je subis des signalements de la personne. Dès que j'ai un petit mouvement, dès que je mets une de mes photos sur Facebook, j'ai mis les photos de mon anniversaire de mariage, j'ai eu un contrôle. Donc maintenant, je subis des contrôles incessants, impôts, fisc, machin, des contrôles tout le temps. C'est une Bamileke. Je pense que ces agissements, ça peut même pas être un homme, c'est une femme qui est Bamileke, qui travaille à la CAF, qui est assise sur ma vie. Elle me signale aux impôts, elle me signale partout. Elle est déterminée qu'elle veut me voir, elle veut me